L'islam retourne à la tempête géopolitique que personne n'avait eu venir. Permettez-moi de vous ramener à un vendredi soir tranquille à Riga en novembre dernier, le 17 novembre pour être exact. La température était déjà tombée en dessous de zéro et les rues pavées de la vieille ville étaient recouvertes des premières vraies neiges de la saison. À l'intérieur du modeste centre culturel islamique de Brvbayela, un petit groupe d'hommes et de femmes s'est réuni pour la prière du Maghrib. Cela n'a rien d'inhabituel, pourriez-vous penser. La Lettonie compte une communauté musulmane depuis plus d'un siècle, composée principalement de Tatars arrivés à la fin des années 1800, et plus récemment, d'immigrants du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Mais c'était différent. C'était la première fois de mémoire d'homme qu'un letton d'origine lettonne, ni tatar, ni immigrant se tenait devant la congrégation et récitait la shahada dans sa langue maternelle. Il s'appelait Artr, un ancien informaticien de 32 ans originaire de Jelgava. Il s'était converti le soir même, devant témoins, et son histoire se répandait déjà sur les chaînes Telegram cryptées et sur d'obscurs forums en langue lettonne. Dès le lendemain matin, les services de renseignement du pays avaient signalé l'incident. Lundi, le ministère de la Défense avait convoqué une réunion d'urgence. Et à la fin de la semaine, la mission de police aérienne de la Baltique de l'OTAN avait dépêché deux F-16 depuis la base aérienne de Yolier non pas à cause d'une incursion russe, mais à cause de la décision d'un seul letton d'embrasser l'islam. Maintenant, je sais ce que tu es, un converti. C'est ça. Et en apparence, vous auriez raison. Les chiffres sont encore faibles, peut-être quelques dizaines de lettons de souche se sont convertis à l'islam au cours des 2 dernières années, sur une population de 1,8 million d'habitants. Mais voici comment j'ai passé les 3 dernières décennies à étudier l'intersection de la religion, de l'identité et de la géopolitique dans l'espace post-soviétique. J'ai vu comment des changements culturels apparemment mineurs peuvent devenir l'extrémité d'un fossé qui divise des sociétés entières. Et je vous le dis, ce qui se passe actuellement en Lettonie n'est pas qu'une simple curiosité religieuse. Il s'agit d'un tremblement de terre géopolitique qui se produit au ralenti, auquel l'Occident n'est absolument pas préparé. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. L'officiel rien à voir ici. Si vous avez suivi la couverture médiatique de cette histoire, vous avez probablement entendu dire que la communauté musulmane de Lettonie est petite, pacifique et bien intégrée. La poignée de convertis lettons ne sont que des individus exerçant leur liberté de religion. Il n'y a aucune preuve de radicalisation, aucun financement étranger, aucune menace pour la sécurité. Avancez. Le gouvernement letton s'est particulièrement attaché à minimiser le problème. Dans un communiqué publié en décembre dernier, les services de sécurité de l'État ont assuré au public que, il n'y a aucune indication d'activités extrémistes organisées au sein de la population musulmane de Lettonie. Le ministère des Affaires étrangères a souligné que la communauté musulmane de Lettonie qui compte officiellement environ 10 000 personnes, soit 0,5% de la population est principalement composée de familles tatares de longue date et de récents migrants économiques venus de Turquie, d'Ouzbékistan et du Moyen-Orient. La ligne officielle est que l'islam en Lettonie n'est pas un problème, une note de bas de page dans le paysage religieux du pays, qui est encore largement dominé par le luthéranisme et le catholicisme. Les médias ont largement repris ce récit. Un article de Reuters du printemps dernier décrivait les conversions comme « un voyage spirituel personnel pour quelques individus, et non une tendance ». The Economist a publié un court article sur « la minorité musulmane tranquille de Lettonie », notant que le pays a « évité la réaction islamophobe observée en Europe occidentale ». Même les médias d'État russes, qui sautent généralement sur chaque occasion pour souligner l'instabilité dans les pays baltes, se sont montrés relativement discrets, qualifiant ces conversions de non-histoire. Mais voici le problème. Ce n'est pas vrai. Ou du moins, ce n'est pas toute la vérité. Et en géopolitique, les parties de l'histoire qui sont laissées de côté sont souvent les plus dangereuses. C'est eux qui ne vous déhitez pas. Commençons par les chiffres. Le chiffre officiel de 10 000 musulmans en Lettonie est certainement sous-estimé. Le dernier recensement de 2021 n'a enregistré que 3 000 personnes s'identifiant comme musulmanes, mais c'est parce que le recensement ne compte que ceux qui déclarent officiellement leur religion. De nombreux musulmans en Lettonie, notamment les immigrants récents, n'enregistrent pas leur foi par crainte de discrimination ou de tracas bureaucratiques. Des estimations indépendantes, notamment celles du Centre culturel islamique de Riga, suggèrent que le nombre réel se situe plutôt entre 15 000 et 20 000. Plus important encore,
c'est le taux de croissance qui devrait déclencher l'alarme. Entre 2010 et 2020, la population musulmane en Lettonie a augmenté d'environ 300%. Il ne s'agit pas seulement d'une croissance organique due aux naissances, mais aussi d'une immigration, principalement en provenance de Turquie, d'Ouzbékistan et du Moyen-Orient. Et tandis que le gouvernement insiste sur le fait qu'il s'agit de « migrants économiques », la réalité est plus compliquée. Prenez la Turquie, par exemple. Depuis 2016, la Lettonie a connu un afflux constant de ressortissants turcs, dont beaucoup sont liés au mouvement Gülen, un groupe que le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié d'organisation terroriste. Le gouvernement letton a accordé l'asile à des dizaines de Turcs affiliés à Gülen, dont certains ont ensuite créé des centres culturels et des écoles islamiques. Maintenant, je ne dis pas que ces gens sont des terroristes. Mais je dis que lorsqu'un État membre de l'OTAN héberge activement des individus qu'un autre État membre de l'OTAN considère comme une menace à la sécurité nationale, il ne s'agit pas seulement d'une question religieuse, mais d'une question géopolitique. Se pose ensuite la question de savoir qui se convertit. Le récit officiel traite ces conversions comme des actes isolés et apolitiques. Mais les données ne le soutiennent pas. Une étude menée l'année dernière par le Centre pour la sécurité et la recherche stratégique de l'Université de Lettonie a révélé que la majorité des convertis d'origine lettonne sont des hommes âgés de 25 à 40 ans, dont beaucoup ont une formation militaire ou policière. Certains ont servi dans les forces armées nationales lettonnes. D'autres ont travaillé dans le domaine de la cybersécurité ou de l'informatique, des secteurs qui, ce n'est pas un hasard, sont des cibles privilégiées pour le recrutement de services de renseignement étrangers. Et voici où cela se passe vraiment. Où ces convertis obtiennent-ils leurs informations? La réponse, selon les rapports des services de renseignement divulgués, se trouve en ligne. Pas des mosquées. Les institutions islamiques de Lettonie sont petites et mal financées, mais des applications de messagerie cryptées, des chaînes Telegram privées et des prédicateurs YouTube en langue arabe. Certains de ces prédicateurs sont basés dans le Golfe, d'autres sont en Turquie. Quelques-uns se trouvent même en Russie. Et même si le contenu varie, le fil conducteur est le récit de la désillusion de la Lettonie à l'égard de l'Occident, de l'OTAN et de l'ordre post-soviétique. Une personnalité particulièrement influente est un imam d'origine syrienne basé à Istanbul et connu sous le nom d'Abu Latviya. Ses sermons, délivrés dans un letton impeccable, présentent l'islam comme une alternative à ce qu'il appelle la décadence morale de l'Occident. Il parle directement aux Lettons du déclin démographique du pays, de l'érosion des valeurs traditionnelles, du sentiment d'abandon de Bruxelles. Et il propose un retour à la pureté spirituelle, à la communauté, à un objectif plus élevé. Maintenant, j'étudie la radicalisation depuis des décennies. J'ai vu comment ces récits prennent racine. Et ce qui se passe actuellement en Lettonie ressemble moins à un renouveau religieux qu'à une campagne de recrutement géopolitique. L'ex-dette géopolitique, un nouveau front dans le JU des grands pouvoirs alors, qui est derrière tout ça? Et pourquoi la Lettonie? Pour répondre à cela, nous devons sortir. Parce que ce qui se passe en Lettonie ne concerne pas seulement la Lettonie. Il s'agit d'une lutte d'influence plus large dans l'espace post-soviétique, une lutte qui s'intensifie depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et qui entre maintenant dans une nouvelle phase, plus dangereuse. Commençons par l'évidente Russie. Moscou utilise depuis longtemps l'islam comme outil d'influence dans l'ex-Union soviétique. À l'époque soviétique, le KGB promouvait activement l'islam soufi en Asie centrale comme contrepoids aux mouvements salafistes plus radicaux. Après l'effondrement de l'URSS, la Russie s'est tournée vers le soutien à l'islam traditionnel, c'est-à-dire les mosquées contrôlées par l'État et les imams fidèles au Kremlin afin de contrer l'influence occidentale. Mais voilà, la Russie n'est plus la seule à jouer à ce jeu entré en Turquie. Sous Erdogan, la Turquie s'est positionnée comme le leader du monde musulman mondial, défiant la domination de l'Arabie saoudite. Et l'une des stratégies clés de la Turquie a été de cultiver son influence dans l'espace post-soviétique, en particulier dans les pays baltes et dans le Caucase. La puissance douce turque en Lettonie, ce sont les écoles financées par la Turquie, les feuilletons turcs à la télévision lettonne, les entreprises de construction turques qui reconstruisent les infrastructures de Riga. Et oui, les organisations islamiques turques. Je ne dis pas que la Turquie orchestre directement ces conversions.
Mais je dis qu'Ankara a créé un environnement dans lequel l'islam est considéré comme une alternative viable au libéralisme occidental et c'est un outil puissant entre les mains de ceux qui veulent éloigner la Lettonie de l'Occident. Ensuite, il y a la Chine. Pékin ne se soucie pas de l'islam en soi, mais il se soucie plutôt d'affaiblir le flanc oriental de l'OTAN. Et l'un des moyens d'y parvenir est d'exploiter les vulnérabilités économiques de la Lettonie. La Chine a investi de l'argent dans les ports, les centres logistiques et les infrastructures numériques lettons. Elle entretient également des liens avec la communauté musulmane de Lettonie, en particulier avec la diaspora ouïghour. Je ne dis pas que la Chine finance ces conversions. Mais je dis que Pékin est heureux de voir tout développement qui crée des frictions entre la Lettonie et l'Occident. Et enfin, il y a l'Occident lui-même. Les États-Unis et leurs alliés européens ont passé les 2 dernières décennies à traiter les pays baltes comme une zone tampon militaire contre la Russie. Mais ils n'ont presque rien fait pour répondre aux griefs sociaux et économiques sous-jacents qui rendent des pays comme la Lettonie vulnérables à l'influence étrangère. L'OTAN s'est concentrée sur les chars, les missiles et les rotations de troupes, et non sur le fait que la Lettonie a l'un des taux d'émigration les plus élevés de l'UE, ou que ses zones rurales se dépeuplent à un rythme alarmant. En d'autres termes, l'Occident a traité la Lettonie comme un atout géopolitique et non comme une société. Et maintenant, cet atout commence à se fissurer. Militaire et stratégique, la fine ligne rouge, parlons de la dimension militaire, car c'est là que les choses deviennent vraiment dangereuses. La Lettonie est l'un des membres de l'OTAN les plus exposés. Elle partage une frontière de 214 km avec la Russie et sa capitale, Riga, se trouve à seulement 300 km de Saint-Pétersbourg. Depuis 2017, l'OTAN maintient un groupement tactique permanent en Lettonie dans le cadre de sa mission de présence avancée renforcée. La force actuelle, dirigée par le Canada, comprend des troupes espagnoles, italiennes, polonaises et slovaques, soit environ 1500 soldats au total. Mais voici que la stratégie de dissuasion de l'OTAN dans les pays baltes repose sur l'hypothèse que toute attaque russe serait une invasion conventionnelle à grande échelle. L'Alliance propose des scénarios de jeux de guerre dans lesquels les chars russes traversent la frontière et l'OTAN répond par une contre-offensive massive. Mais que se passe-t-il si la menace n'est pas une invasion de chars? Et s'il s'agissait de quelque chose de plus discret, quelque chose qui ne déclenche pas l'article 5? C'est là qu'intervient la communauté musulmane de Lettonie. Imaginez ceci. Au cours des 2 années suivantes, le nombre de Lettons convertis à l'islam double, puis triple. Certains d'entre eux commencent à fréquenter des mosquées financées par des organisations turques ou du Golfe. D'autres commencent à voyager en Turquie ou aux Émirats arabes unis pour une « éducation religieuse ». Quelques-uns rejoignent même des milices étrangères en Syrie ou en Libye. Pendant ce temps, les agences de renseignement russes et turques, toutes 2 fortement présentes en Lettonie, commencent à cultiver ces individus, en leur offrant de l'argent, une protection ou simplement un sentiment d'appartenance. Je ne dis pas que cela mènerait à une véritable insurrection. Mais cela créerait une 5e colonne, un groupe de personnes qui, même si elles ne sont pas nécessairement loyales à Moscou ou à Ankara, sont déloyales envers Riga. Et en cas de crise, cela pourrait suffire à paralyser les défenses lettonnes. Voici comment cela pourrait se dérouler. Un incident mineur à la frontière avec la Russie se transforme en impasse. L'OTAN débat de l'opportunité d'invoquer l'article 5. Et puis, soudain, une série de manifestations éclate à Riga, organisées par des musulmans lettons exigeant que le gouvernement reste en dehors du conflit. Certaines de ces manifestations tournent à la violence. La police, déjà à bout de force, peine à maintenir l'ordre. Le gouvernement, craignant une réaction violente, hésite à s'engager pleinement dans les plans de défense de l'OTAN. Cela semble tiré par les cheveux? Cela ne devrait pas. Nous avons déjà vu ce film, en Crimée en 2014, lorsque des « petits hommes verts », sans un signe officiel se sont emparés d'infrastructures clés alors que Moscou niait toute implication. En Syrie, où des mercenaires russes opéraient sous couvert de troupes militaires privées. En Ukraine aujourd'hui, où les services de renseignement russes ont passé des années à entretenir des réseaux pro-Moscou dans le Donbass. La leçon est la suivante, au XXIe siècle, la guerre ne se fait pas uniquement avec des chars et des missiles. On la combat avec des récits, avec de l'argent, avec de l'identité. Et la Lettonie constitue un terrain d'essai idéal. La politique intérieure à qui bénéficie? Maintenant, parlons de politique.
Parce qu'il ne s'agit pas seulement de puissances étrangères, il s'agit également de politique lettonne. La Lettonie est un pays profondément divisé. D'un côté, il y a la population russophone, environ un quart du pays, qui est largement pro-russe et sceptique à l'égard de l'OTAN. De l'autre côté, vous avez la majorité ethnique lettonne, farouchement pro-occidentale mais de plus en plus déçue par l'UE et l'OTAN. Et au milieu, vous avez un groupe restreint mais croissant de musulmans, certains d'entre eux sont des immigrants, d'autres sont des convertis qui ne rentrent parfaitement dans aucun des deux camps. C'est une recette pour l'instabilité politique. Nous constatons déjà les premiers signes d'une réaction négative. L'Alliance nationale d'extrême droite, qui détient 13 sièges à la Saeima, a commencé à mettre en garde contre l'islamisation et l'influence étrangère. Le mois dernier, ils ont présenté un projet de loi interdisant le financement étranger des organisations religieuses, une mesure visant clairement les mosquées soutenues par la Turquie et le Golfe. Pendant ce temps, le parti de centre-droit Nouvelle Unité, qui dirige le gouvernement actuel, tente d'obtenir une amende en condamnant l'extrémisme, sans aliéner les électeurs musulmans de Lettonie. Mais voici qu'aucune des deux parties n'a de vraie solution. L'extrême droite veut réprimer l'islam, mais cela risque de s'aliéner les alliés musulmans de la Lettonie et de faire le jeu de la Russie. Le centre-droit veut ignorer la question, mais cela risque de laisser le problème s'envenimer. Et puis il y a le joker, les États-Unis. L'administration Biden a fait discrètement pression sur la Lettonie pour qu'elle fasse davantage, pour contrer l'influence russe et turque. Mais l'approche de Washington a été pour le moins brutale. L'année dernière, l'ambassade américaine à Riga a financé une série d'ateliers de lutte contre l'extrémisme pour les imams lettons, des ateliers qui ont été largement perçus comme une tentative d'américanisation de l'islam letton. Sans surprise, les ateliers se sont retournés contre eux. La fréquentation était faible et certains imams ont accusé les États-Unis de tenter de transformer les mosquées lettonnes en outils de propagande occidentale. Il s'agit d'un exemple classique de ce que j'appelle l'hégémonie libérale en action, la conviction que les États-Unis peuvent exporter leurs valeurs et leurs institutions aux quatre coins du monde, quelles que soient les conditions locales. Et cela échoue, tout comme cela a échoué en Irak, en Afghanistan, en Libye. Scénario 3 voies à suivre alors, où cela nous mène-t-il ? Examinons 3 scénarios possibles. Scénario 1, le meilleur résultat dans ce scénario, la communauté musulmane de Lettonie reste petite et pacifique. Le gouvernement met en œuvre des politiques intelligentes, intégrant les musulmans dans la société lettonne, réprimant le financement étranger des mosquées et répondant aux griefs sous-jacents qui rendent l'islam attrayant pour certains lettons. L'OTAN et l'UE fournissent un soutien ciblé, axé sur le développement économique et la cohésion sociale plutôt que sur la seule dissuasion militaire. Au fil du temps, l'islam devient un élément parmi d'autres du paysage religieux letton, au même titre que le catholicisme ou le judaïsme. C'est le scénario le moins probable, mais il n'est pas impossible. Cela nécessiterait un niveau de maturité politique et de clairvoyance stratégique dont aucun des principaux acteurs, la Lettonie, les États-Unis, la Russie ou la Turquie, n'a fait preuve jusqu'à présent. Scénario 2, le résultat le plus probable. Dans ce scénario, le nombre de lettons convertis à l'islam continue de croître, mais lentement. Le gouvernement répond par un mélange de répression et d'accommodement, en réprimant les mosquées extrémistes, tout en essayant de coopter les dirigeants musulmans modérés. La Turquie et les États du Golfe accroissent leur influence, mais ne parviennent pas à un contrôle total. La Russie, quant à elle, exploite la situation en décrivant la Lettonie comme un « État en faillite » où les musulmans sont persécutés. Le résultat est un conflit latent et de faible ampleur, qui ne mène pas à la guerre, mais qui affaiblit la cohésion de la Lettonie et la rend plus vulnérable aux pressions étrangères. C'est le résultat le plus probable. Ce n'est pas une catastrophe, mais ce n'est pas non plus une solution. Il s'agit d'une lente érosion de la souveraineté lettonne. Scénario 3, le pire des cas. Dans ce scénario, la situation devient incontrôlable. Une attaque terroriste majeure réelle ou simulée se produit à Riga, perpétrée par un letton converti à l'islam. Le gouvernement répond par une répression sévère, s'aliénant la communauté musulmane. La Russie et la Turquie exploitent le chaos en offrant une protection aux musulmans de Lettonie. L'OTAN est paralysée par des divisions internes. Et en quelques années, la Lettonie devient un protectorat de facto, théoriquement indépendant, mais effectivement contrôlé par des puissances étrangères.
C'est le scénario le moins probable, mais il n'est pas impossible. Et si cela arrive, ce ne sera pas à cause de l'islam lui-même. Ce sera parce que l'Occident n'a pas compris que l'identité est le nouveau champ de bataille. Grande stratégie: l'échec de l'hégémonie libérale. Laisse-moi tranquille. L'Occident est en train de perdre la Lettonie, et il ne s'en rend même pas compte. Au cours des 3 dernières décennies, les États-Unis et leurs alliés européens ont supposé que la démocratie libérale et le libre marché étaient la fin de l'histoire, que chaque pays, avec suffisamment de temps, finirait par devenir comme nous. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette hypothèse selon laquelle la démocratie libérale est le point final inévitable de l'évolution politique humaine n'a jamais été fondée sur des preuves historiques. C'était une conviction théologique, une foi laïque, déguisée en sciences sociales. Et comme toutes les confessions, elle a aveuglé ses adeptes de la réalité. L'Occident a regardé la Lettonie dans les années 1990 et a vu une page vierge, une nation prête à être refaite à l'image de Bruxelles et de Washington. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que la Lettonie avait déjà été refaite à 2 reprises. D'abord par les soviétiques, puis par les nazis, et maintenant par la main invisible du capital mondial. À chaque fois, l'identité lettonne a été remodelée, mais jamais effacée. Et lorsque la 3e vague de transformation est arrivée, non pas grâce aux tanks ou à la police secrète, mais grâce aux algorithmes et aux envois de fonds, personne en Occident ne l'a remarqué. Car pour s'en rendre compte, il aurait fallu admettre que leur modèle n'était pas universel. Cette démocratie n'était pas une destination, mais une expérience fragile, qui pourrait être détruite par quelque chose d'aussi simple qu'un homme d'une banlieue de Riga trouvant un sens à la dent. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Les États-Unis et leurs alliés ont passé les 20 dernières années à traiter la Lettonie comme une pièce d'échec géopolitique, une base opérationnelle avancée contre la Russie. Ils ont investi des milliards dans les infrastructures militaires en faisant alterner les bataillons de l'OTAN à AD, en modernisant la base aérienne de Lielvrod et en transformant la mer Baltique en un lac de l'OTAN. Mais ils n'ont presque rien investi pour comprendre ce qui se passe lorsque les soldats rentrent chez eux. Quand les entrepreneurs américains partent et que les conscrits lettons se retrouvent seuls avec leurs doutes, leurs ressentiments, leur recherche de quelque chose qui leur ressemble. L'Occident pensait que la croissance économique et l'adhésion à l'UE suffiraient à maintenir la Lettonie ancrée dans l'ordre libéral. Mais l'identité ne fonctionne pas ainsi. Vous ne pouvez pas soudoyer une nation pour qu'elle vous aime. Et lorsque les pots de vin ne fonctionnent plus, les gens commencent à chercher des alternatives. La lente dérive de la Lettonie vers l'islam ne se produit pas en vase clos. Cela se produit dans le contexte d'un effondrement plus large du soft power occidental. Regardez les chiffres. En 2014, 78% des Lettons faisaient confiance à l'UE. En 2022, ce chiffre était tombé à 52%. Faire confiance à l'OTAN ? En baisse de 65% à 41% sur la même période. Ce ne sont pas seulement des statistiques, ce sont des signes avant-coureurs. Et ils ne sont pas uniques à la Lettonie. Dans tout l'espace post-soviétique, de la Bosnie au Kazakhstan, nous constatons la même chose, une génération qui a grandi sous la tutelle occidentale rejette désormais ses tuteurs. Non pas parce qu'ils se tournent vers la Russie ou la Chine, mais parce qu'ils se tournent vers quelque chose de plus ancien, de plus profond. Quelque chose qui promet une appartenance sans soumission. Parlons maintenant des implications militaires. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de culture ou de religion, il s'agit de guerre. Les États-Unis ont passé des décennies à se préparer à un conflit conventionnel avec la Russie dans les pays baltes. Ils ont constitué les groupements tactiques de l'OTAN, ils ont prépositionné du matériel, ils ont organisé des jeux de guerre sans fin. Mais ils n'ont jamais sérieusement réfléchi à ce qui se passe lorsque l'ennemi n'est pas seulement de l'autre côté de la frontière, mais à l'intérieur du périmètre de sécurité. Quand la menace n'est pas une colonne de chars russes, mais un converti letton avec une bombe dans son sac à dos. Quand la 5e colonne n'est pas un réseau d'agents dormants soviétiques, mais une mosquée de Daugavpil où l'imam prêche que l'OTAN est le véritable occupant. C'est le scénario cauchemardesque d'une guerre hybride occidentale où les lignes de front ne sont pas tracées sur une carte, mais dans le cœur des citoyens. Et ce n'est pas hypothétique. Nous l'avons déjà vu jouer dans d'autres théâtres. En Syrie, les États-Unis ont passé des années à armer et à entraîner les rebelles, pour finalement constater que certains d'entre eux ont fait défection au profit de l'EI. En Afghanistan, les talibans n'ont pas seulement vaincu les Américains,
ils leur ont survécu parce qu'ils ont compris que la guerre n'est pas seulement une question de territoire, mais aussi une question d'identité. Et en Ukraine, la Russie ne cherche pas seulement à conquérir des terres, elle essaie d'effacer le sentiment d'identité d'une nation. L'Occident continue de traiter ces cas comme des cas isolés, comme des exceptions à la règle. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont la nouvelle norme. Alors qu'est-ce que cela signifie pour la Lettonie ? Cela signifie que la véritable bataille ne se déroule pas dans les forêts proches de la frontière russe. Elle se déroule dans l'esprit de jeunes Lettons qui se sentent abandonnés par l'Occident, exploités par leurs propres élites et attirés par une foi qui promet la justice dans ce monde et le salut dans le monde. Cela signifie que la prochaine guerre ne commencera pas par une invasion russe, elle commencera par l'explosion d'un musulman letton dans un centre commercial de Riga. Et lorsque cela se produira, l'Occident en aura deux, soit ils redoubleront de répression, transformant la Lettonie en un État policier, soit ils admettront que leur modèle a échoué et regarderont le pays dériver dans l'orbite de la Turquie, des États du Golfe ou même de la Russie. Laissez-moi tranquille, je ne dis pas que l'islam est le problème. Le problème c'est le vide. Le problème est que l'Occident a passé 30 ans à dire aux Lettons que leur histoire n'avait pas d'importance, que leur langue était une relique, que leur identité était un fardeau dont il fallait se débarrasser au nom du progrès. Et quand on dit aux gens que leur existence même est un obstacle à la modernité, ils se mettent à chercher des alternatives. Certains se tournent vers le nationalisme. Certains se tournent vers la nostalgie. Et certains se tournent vers l'islam. Parce que l'islam, contrairement à la démocratie libérale, ne vous demande pas d'oublier qui vous êtes. Il vous demande de vous en souvenir. Maintenant, l'establishment vous dira que tout cela n'est qu'alarmisme. Que la Lettonie est une démocratie stable, que sa communauté musulmane est petite et pacifique, que la véritable menace est la désinformation russe. Et ils n'ont pas entièrement tort. Mais il leur manque le pouvoir. Le problème n'est pas que la Lettonie soit sur le point de devenir un califat. Le fait est que les conditions d'un effondrement l'en sont déjà réunies. Le fait est que la grande stratégie occidentale dans les pays baltes a été bâtie sur des fondations de sable et la marée monte. Voici ce qui va se passer. À court terme, rien de dramatique. Le gouvernement letton poursuivra son exercice d'équilibriste, réprimer les extrémistes, tout en essayant de maintenir l'afflux d'argent du Golfe. Les États-Unis continueront à déployer leurs troupes à travers inconscients du fait que la véritable bataille se déroule dans les mosquées de Liepja. Et la Russie continuera d'attiser les flammes, non pas en envahissant, mais en amplifiant chaque histoire de persécution musulmane, chaque cas de discrimination, chaque grief pouvant être transformé en arme. Ce ne sera pas une guerre. Ce sera un lent dénouement. 1000 petites coupures, chacune à peine perceptible, jusqu'au jour où la Lettonie se réveille et réalise qu'elle n'est plus maître de son destin. Et le drame, c'est que personne ne le verra venir. Parce que l'Occident croit encore au mythe du progrès. Il continue de penser que l'histoire évolue en ligne droite, des ténèbres à la lumière, de la tyrannie à la liberté. Mais l'histoire ne fonctionne pas ainsi. L'histoire est une roue. Et à l'heure actuelle, cette roue revient vers quelque chose de plus ancien, de plus sombre, quelque chose que l'Occident pensait avoir laissé derrière lui. La question n'est pas de savoir si la Lettonie va tomber. La question est de savoir si l'Occident s'en rendra compte. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette lente dégradation n'est pas seulement un phénomène culturel, c'est un phénomène politique. Et en Lettonie, la politique n'est jamais seulement une question de politique. C'est une question de survie. L'élite du pays a passé les 3 dernières décennies à marcher sur la corde raide entre Bruxelles et Moscou, entre les garanties de sécurité de l'OTAN et la peur persistante de l'arrivée des chars russes. Mais l'islam ? C'est un joker qu'ils n'avaient jamais prévu. Et comme tous les jokers, cela les oblige à faire des choix qu'ils préféreraient éviter. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La classe politique lettonne est profondément divisée sur la manière de traiter la question musulmane. D'un côté, il y a les libéraux, comme le Premier ministre Evika Silina, qui a pris ses fonctions en 2023 après l'effondrement du gouvernement de Krivni-Kari sous le poids de ses propres contradictions. La coalition de Silina est fragile, unie par un engagement commun en faveur de l'intégration européenne et un besoin désespéré de maintenir l'économie à flot. Pour eux, l'islam est un problème à gérer et non une menace à écraser. Ils parleront des inclusion
et de « multiculturalisme », parce que c'est ce que Bruxelles veut entendre. Il souligne que la population musulmane de Lettonie est encore minime, officiellement environ 10 000 personnes, même si le nombre réel est probablement plus élevé, compte tenu des migrants sans papier et des convertis qui ne s'enregistrent pas auprès de l'État. Il cite le recensement de 2022, qui a montré que seulement 0,3% des Lettons se sont identifiés comme musulmans, pour prouver qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais les chiffres inconfortables ne disent pas tout. Ce qui compte n'est pas le nombre de musulmans, mais leur visibilité et la rapidité avec laquelle ils grandissent. En 2015, la Lettonie comptait une mosquée. Aujourd'hui, elle en compte 3 et prévoit d'en ouvrir une 4e à Daugavpils, la 2e plus grande ville du pays et où les russophones représentent plus de la moitié de la population. Ce n'est pas un accident. Daugavpils est une poudrière. C'est là que l'autorité de l'État letton est la plus faible, que la propagande russe trouve le terrain le plus fertile et que le désespoir économique est le plus aigu. Si l'islam doit s'implanter quelque part en Lettonie, c'est là. Et le gouvernement le sait. De l'autre côté de la fracture, il y a les nationalistes. L'Alliance nationale, dirigée par Revi Dzintar, tire la sonnette d'alarme depuis des années sur l'islam. Ils n'ont pas tort de s'inquiéter, ils ont simplement tort dans leur solution. Dzintar et ses alliés veulent interdire le hijab dans les institutions publiques, restreindre la construction de mosquées et expulser les migrants sans papier. Il cite la crise des réfugiés de 2015, lorsque la Lettonie a accepté à contre-cœur d'accueillir 776 demandeurs d'asile dans le cadre des quotas européens, comme preuve que le pays est inondé de musulmans. Il cite l'enquête de 2020 de l'Institut letton des affaires internationales, qui révèle que 58% des Lettons s'opposent à une nouvelle immigration musulmane, comme preuve que le peuple est de leur côté. Mais voilà, le nationalisme est une impasse. L'Alliance nationale est un parti mineur, avec environ 10% des voix dans les sondages. Ils n'ont aucun pouvoir réel et leur rhétorique fait le jeu de la Russie. Moscou n'aime rien de plus que de présenter les États baltes comme des régimes fascistes opprimant leur minorité russe. Lorsque Dzintar parle de « défendre la culture lettonne » contre l'islam, il ne se contente pas de s'aliéner la communauté musulmane, il fait à Poutine un cadeau de propagande. Et le Kremlin est plus qu'heureux de l'amplifier. Il suffit de voir comment les médias d'État russes ont couvert les manifestations de 2021 à Riga, lorsqu'un groupe de musulmans ont manifesté contre le refus du gouvernement de reconnaître l'Aïd al-Adha comme jour férié. Sputnik et RT l'ont présenté comme « les autorités lettonnes persécutant les minorités religieuses », et soudain, la querelle intérieure de la Lettonie est devenue un incident international. Alors, où cela nous mène-t-il ? Avec un gouvernement trop faible pour réprimer l'islam mais trop effrayé pour l'adopter. La coalition de Silina est un fouillis d'intérêts concurrents. Les progressistes libéraux veulent maintenir l'afflux d'argent dans le Golfe, car l'économie lettonne reste dépendante des investissements étrangers. Les conservateurs veulent apaiser les nationalistes, car ils ont besoin de leur voix pour rester au pouvoir. Et les Russes ? Eh bien, ils attendent juste que tout s'effondre. Laissez-moi vous donner un exemple de la façon dont cela se traduit dans la pratique. En 2022, le gouvernement letton a adopté une loi exigeant que toutes les organisations religieuses se réenregistrent auprès de l'État. En apparence, il s'agissait de transparence, garantir que les mosquées et les églises ne soient pas utilisées pour blanchir de l'argent ou propager l'extrémisme. Mais en réalité, c'était une manière de contrôler l'islam. La loi donne au gouvernement le pouvoir de fermer tout groupe religieux ne répondant pas à ces critères. Et devinez qui a été ciblé en premier ? La mosquée de Riga, qui fonctionnait depuis 2005 sous les auspices de la communauté musulmane de Lettonie. Le gouvernement a affirmé qu'il s'agissait d'un « risque pour la sécurité ». L'imam de la mosquée, un letton converti nommé JNIS Lucie, a qualifié cela de « discrimination religieuse ». Et les Russes ? Ils ont qualifié cela de « preuve que la Lettonie est un État en déliquescence ». Voici que l'approche du gouvernement ne fonctionne pas. Tout cela ne fait que radicaliser la communauté musulmane. Lorsque vous dites aux gens qu'ils n'ont pas leur place, ils commencent à chercher des alternatives. Et en Lettonie, l'alternative la plus évidente est la Russie. Moscou courtise depuis des années les communautés musulmanes baltes, offrant des bourses d'études dans les universités islamiques de Kazan et de Makachkala, finançant des centres culturels et organisant même des pèlerinages à la Mecque. Pour le Kremlin,
ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'influence. Si les musulmans de Lettonie commencent à considérer la Russie comme leur protecteur, le Kremlin disposera soudain d'une 5e colonne au sein de l'OTAN. Et c'est le scénario du cauchemar. Non pas que la Lettonie devienne un pays musulman, mais plutôt un pays fracturé. Un pays où le gouvernement est trop faible pour gouverner, où les nationalistes sont trop bruyants pour les ignorer et où les musulmans sont trop aliénés pour faire confiance à l'État. Un pays où chaque crise économique, politique, sociale devient une bataille entre identités concurrentes. C'est ainsi que les empires tombent. Pas avec fracas, mais avec 1000 petites trahisons. Or, l'establishment vous dira que tout cela est hypothétique. La Lettonie est trop petite, trop insignifiante pour que tout cela ait de l'importance. Mais c'est exactement le genre de réflexion qui nous a amenés ici. L'Occident a passé les 30 dernières années à traiter les pays baltes comme une zone tampon, un endroit où garer ses troupes et arborer les drapeaux de l'OTAN, mais pas comme un véritable pays avec de vraies personnes et de vrais problèmes. Et maintenant, ces problèmes reviennent sur le devant de la scène. Voici ce qui va se passer au cours des 2 prochaines années, nous assisterons à une série de conflits mineurs, permis de construire des mosquées refusées, étudiants musulmans expulsés des écoles pour avoir porté le hijab, manifestations confrontées à la violence policière. Le gouvernement appellera cela, le maintien de l'ordre. Les nationalistes appelleront cela, défendre la Lettonie. Les musulmans appelleront cela de la persécution. Et la Russie ? La Russie appellera cela une opportunité. Puis, en 2026, la Lettonie organisera ses prochaines élections législatives. L'économie stagnera toujours. La population va encore diminuer. Et la communauté musulmane aura grandi juste assez pour devenir une force politique. Pas une majorité, pas même un bloc significatif, mais suffisamment pour remporter quelques sièges dans les circonscriptions clés. Les progressistes vont tenter de les courtiser. Les conservateurs vont tenter de les écraser. Et les Russes ? Ils attendront dans les coulisses, prêts à proposer une 3e option. C'est alors que commence le véritable dénouement. Car une fois que l'identité deviendra la question centrale de la politique lettonne, il n'y aura plus de retour en arrière. Le pays sera divisé selon des critères ethniques, linguistiques et religieux. Le gouvernement deviendra paralysé, incapable de faire adopter des réformes significatives. L'UE se tordra les mains et publiera des déclarations sur les « valeurs européennes ». Et l'OTAN ? L'OTAN continuera à faire circuler ses troupes à travers des, inconscientes du fait que la véritable bataille ne se déroule pas à la frontière avec la Russie, mais dans le cœur et l'esprit du peuple letton. Et le drame, c'est que personne ne le verra venir. Parce que l'Occident croit encore au mythe de l'État-nation. Il continue de penser que les frontières sont permanentes, que les identités sont fixes, que l'histoire est une ligne droite. Mais l'histoire n'est pas une ligne. C'est une spirale. Et à l'heure actuelle, la Lettonie revient vers quelque chose qu'elle pensait avoir laissé derrière elle, un monde où la religion et la politique sont indissociables, où la loyauté se mesure par la foi et où l'État n'est qu'un acteur dans un jeu beaucoup plus vaste. La question n'est pas de savoir si la Lettonie survivra. La question est de savoir quel genre de Lettonie il restera une fois tout cela terminé. Et la réponse, j'en ai bien peur, est une réponse que personne à Bruxelles ou à Washington n'est prêt à accepter.